Bienvenue et bonjour Aurore Berger. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et en charge de la lutte contre les discriminations. On va largement en parler. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter ce matin. Je la regarde, je m'y borne. Elle a le regard qui tue, qui dort. Nous l'avons tous évidemment suivi en direct hier. C'est le rapport Jul, le chanteur et rappeur qui a allumé le chaudron olympique hier à Marseille avec, il faut bien le dire, une carte postale magnifique. Véritable surprise ce choix. On pouvait s'attendre peut-être à un célèbre footballeur. Beaucoup avaient parié, espéré Zinedine Zidane. Qu'incarne ce choix pour vous avec des images de la France à l'international ? Déjà, je crois qu'il y a eu des images absolument magnifiques. C'est vrai que cette arrivée du Bélème, cette piste olympique dressée sur le Vieux-Port de Marseille, la patrouille de France, je crois que tout ça, c'est aussi une fierté française. De voir aussi cette clameur qui est montée de la cité phocéenne avec des dizaines de milliers de Français qui étaient présents et réunis. Je crois qu'enfin, ça y est, les Jeux commencent vraiment à partir du moment où la flamme est arrivée en France. Après, c'est un choix qui correspond aussi à ce que les Français aujourd'hui écoutent, en tout cas beaucoup d'entre eux. C'est le rappeur français qui a vendu le plus de disques. Donc je crois que voilà, ça correspond aussi à ça, c'est-à-dire une vraie fête populaire d'un très grand sportif que vous venez de montrer, Florent Manodou, à ce relais entre des sportifs, entre des artistes, entre cette permanence qui existe, qui est celle du Bélème, jusqu'à un artiste beaucoup plus récent, la Marseillaise, qui a aussi été évidemment clamée, chantée hier à Marseille. Je crois les paroles de la Marseillaise, et puis je vais vous faire réagir, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les paroles, puisque depuis ces dernières semaines, on parle beaucoup des paroles des chanteurs ou des chanteuses. Jul, alors c'est vrai qu'on a choisi ces paroles-là, il y en a beaucoup, mais il y a celle-ci, sort le crosse, volé, cabre, même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Madame la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec vous, c'est vrai que je l'écoute assez peu, donc je le connais, je connais son style, mais je ne vais pas faire semblant de connaître les paroles. Un chanteur représente la France ? Moi, je pense qu'il représente, en tout cas, un chanteur qui est apprécié par les Français. Je crois qu'il n'y a eu aucune polémique hier, donc j'ai pas envie du tout. Il y a eu des interrogations quand même. Peut-être parce qu'il y a toujours des esprits chagrins. Moi, je crois qu'il faut célébrer la fête qui a eu lieu hier, la concorde qui a eu lieu hier. Moi, je retiens encore une fois cette ferveur populaire. Parce que ça doit être aussi une grande fête populaire, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors ça doit être, on va voir. En tout cas, le chef de l'État a mis en avant la fierté de la France d'organiser un tel événement. Pas sûr que cela suffise, Aurore Berger, pour en tirer un bénéfice politique ou pour unir un pays dont on connaît la division. Je pense que vous n'y croyez pas. Ça peut être qu'une parenthèse, fut-elle enchantée. Déjà, si c'est une très belle parenthèse, si c'est une parenthèse qui permet de redonner de la fierté, si c'est une parenthèse qui permet de créer de la cohésion sociale, de la cohésion nationale, de faire vivre aussi l'image de la France à l'international, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles toutes les délégations étrangères, évidemment, et tous les milliers et milliers de touristes qui vont venir dans notre pays, alors ce sera déjà une très belle et une très grande réussite. Et puis j'espère une très grande réussite sportive, évidemment, avec nos athlètes. Parlons aussi des divisions et des polémiques avec cette comparaison qui a beaucoup fait réagir, évidemment, de Rima Hassan de la France Insoumise, affirmant, je cite, ce que ça participe moins à la cohésion, en effet. Effectivement, mais alors je vais vous faire réagir. De quoi cela est-il le révélateur ? Voici la phrase exacte. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que fait la France ou de ce qu'a fait la France à l'Algérie. Comment vous réagissez ? C'est à la fois une insulte vis-à-vis de notre pays, de ce que nous sommes, ce qui n'efface rien, évidemment, à une histoire qu'on doit continuer à affronter. Le président de la République l'a fait, le président de la République s'est rendu en Algérie, on a des relations diplomatiques qui sont avec évidemment des paroles autrefois importantes. Très polémiques, crime contre l'humanité. Pendant une campagne présidentielle, mais je crois que le président de la République a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer et de démontrer aussi la force des relations diplomatiques que nous devions avoir, évidemment, avec l'Algérie, dans le respect de la souveraineté de chacun de nos États. Moi, je ne crois pas à la repentance systématique. Je crois qu'elle nuit à la capacité qu'on a tout simplement des citoyens français, tous. Et on a des candidats qui, en effet, cherchent systématiquement la polémique, espérant exister au travers de cela. La meilleure réponuse, ce sera le 9 juin. La meilleure réponse, c'est les Français qui vont pouvoir la porter le 9 juin aux élections européennes. C'est juste une volonté d'exister, parce que la tête de liste, elle est devenue quasiment tête de liste aux européennes par substitution. Elle appelle au soulèvement, à occuper le ministère de l'enseignement supérieur. Selon vous, quel est son but ? Je pense que le but, c'est de fracturer. Le but, c'est de créer de la polémique. Le but, c'est aussi qu'on parle d'elle.
Malheureusement, ça réussit parce que c'est vrai que les polémiques sont tellement importantes que ça nous oblige à réagir. Et en réagissant, eh bien, on les fait aussi exister. C'est toujours la difficulté de est-ce qu'on doit systématiquement réagir ou non à l'égard des outrances, parce qu'on le voit bien, c'est des outrances systématiques et des paliers d'outrances systématiques qui sont franchis. Moi, ce que je vois, c'est surtout, parce que je suis ministre aussi de la lutte contre l'antisémitisme, c'est qu'il y a une espèce de grande confusion qui est entretenue, où on mélange la défense de la cause palestinienne, qui est une cause pleinement légitime, et la France a rappelé la nécessité et de la libération des otages, et d'un cessez-le-feu, évidemment, qui doit pouvoir exister au regard de la situation humanitaire à Gaza. Mais encore une fois, la cause palestinienne ne se confond pas avec la haine d'Israël, avec l'appel à la destruction d'Israël et avec l'antisémitisme. Et là, aujourd'hui, les trois sont confondus. Vous parliez des universités. Moi, je pense à des étudiants que j'ai rencontrés et qui sont aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles. On va en parler parce que vous avez organisé les assises de lutte contre l'antisémitisme. Restons quand même un instant. Vous dites, elle cherche à exister, Rima Hassan. On en parle trop. Vous venez donc de lancer ces assises et les travaux de ces assises s'achèveront fin juin. Après l'audition de toutes les formations politiques, RN et LFI comprises. Donc la question que je vous pose, est-ce que vous pourriez vous asseoir autour d'une table et discuter de lutte contre l'antisémitisme avec notamment Rima Hassan? Alors avec Rima Hassan, j'ai pas vocation à le faire parce que moi je réunirai en effet les présidents. Mathilde Panot. Je pense que c'est utile de réunir les présidents de parti. Pourquoi? Parce que si je réunis pas ceux qui sont problématiques, alors ça sert pas à grand chose. Le sujet, il est quand même là. Il n'est pas uniquement de réunir celles et ceux qui sont déjà convaincus et qui déjà au quotidien luttent contre l'antisémitisme, parce que évidemment du PS aux Républicains, évidemment la majorité présidentielle, ça n'est pas là que les difficultés et que les tensions existent. Donc l'invitation est lancée ce matin et vous avez bon espoir qu'il participe à ces assises. En tout cas, s'il n'y participe pas, ça dira quelque chose de très significatif. Quoi? Si on ne vient pas à des assises de lutte contre l'antisémitisme à un moment où il y a une recrudescence des faits antisémites dans notre pays, où on a des citoyens qui sont directement ciblés en raison de leur identité réelle ou supposée, de leur religion réelle ou supposée, alors là, je crois qu'il y a de quoi, évidemment, s'alarmer. Et j'espère surtout que les Français se sentent concernés. Vous avez parlé, Aurore Bergé, des universités tout à l'heure. Il y a eu de nouveaux blocages cette semaine à Sciences Po Paris, puis à la Sorbonne, avant une évacuation avant-hier. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre et de la ministre de l'Enseignement supérieur, ne cesse de dire oui au débat, non au blocage, on sera intransigeant. Et à chaque fois, il y a des blocages. C'est un aveu de faiblesse de votre part? Vous savez que quand c'est à l'université, quand c'est dans une école comme celle de Sciences Po, ça n'est jamais la ministre, le gouvernement qui peut demander l'intervention des forces de l'ordre. Il faut systématiquement, c'est la loi, que ce soit le président de l'université ou le directeur de l'établissement qui le demande. En revanche, dès que c'est demandé, de manière systématique évidemment, nous disons oui, et de manière systématique, les forces de l'ordre sont intervenues, y compris à la Sorbonne. Alors, où est-ce que la chaîne, pardonnez-moi, où est-ce que vous voyez un aveu de faiblesse dans toute cette chaîne-là? Alors, pourquoi il y a de nouveaux blocages? Pourquoi certains étudiants, ce jour-là, ont eu du mal à accéder à Sciences Po pour passer leurs examens? Parce que je crois que malheureusement, c'est facile de bloquer, parce qu'il suffit une poignée d'activistes, de dizaines de personnes, pour arriver et espérer bloquer, contraindre. Moi, ce qui m'inquiète plus que les blocages, ce sont des étudiants qui renoncent à venir en cours. Ce sont des étudiants qui se disent qu'au regard du climat qu'une poignée, encore une fois, d'entre eux est en train d'instituer, d'instiller au sein de ces établissements, eh bien, on préfère ne plus venir parce qu'on a peur. Mais vous dites une poignée, une minorité, mais quand le Premier ministre répète nous serons intraitables et que ça se répète même, est-ce que ce n'est pas un signe on est intraitable parce que de capitulation? Non, il n'y a aucune capitulation, ni sur les valeurs, et ça je crois que c'est extrêmement important. J'ai tenu ces assises de lutte contre l'antisémitisme. Le Premier ministre s'est exprimé de manière très claire également sur la question de l'antisémitisme. Avec les images que l'on voit de blocage toujours. Mais encore une fois, vous le savez bien, vous voyez bien qu'on a une poignée d'activistes qui, à mon avis d'ailleurs, sont pas tous des étudiants à Sciences Po. Regarde l'âge d'un certain nombre de ceux qui ont été interpellés, ou alors ils ont mis beaucoup de temps pour faire leurs études. Donc, on a cette difficulté-là. Par contre, de manière systématique, les forces de l'ordre, et je tiens à leur rendre hommage, sont venues pour déloger, pour faire stopper ces blocages. Et je crois que ça, il faut évidemment de manière systématique qu'on ne laisse rien passer. Il n'y a pas eu que les forces de l'ordre qui sont allées. La tête de liste LR aux Européennes, François-Xavier Bellamy, s'est rendu à Sciences Po sur place avant-hier. Il a tenu tête aux manifestants, au député Boyard de la France Insoumise, à une professeure aussi qui a affirmé qu'il fascisait la France. Le candidat LR propose de renvoyer dans leur pays respectif, Aurore Bergé, les étudiants étrangers qui sont responsables de ces blocages. Est-ce qu'il a raison? Je ne sais pas si ce sont spécifiquement des étudiants étrangers qui sont responsables des blocages.
S'ils le sont, la première des mesures, ce serait déjà que la direction de Sciences Po exclue ces étudiants. Pourquoi ne qu'ils le soient fait-elle étrangers pas, ou qu'ils ne soient pas étrangers, à partir du moment où vous tenez des propos qui sont des propos de nature antisémite, à partir du moment où vous bloquez des amphis, à partir du moment où vous refusez l'entrée de ces amphis à des étudiants en raison de leur, encore une fois, identité réelle ou supposée, vous n'avez pas votre place dans une école qui est normalement le cœur de ce qui devrait préparer au sens critique dans notre pays et qui est supposé être l'élite de demain. Ça l'est encore, très inquiétant sur l'élite de demain. C'est encore l'incubateur de l'élite de demain? Je ne sais pas répondre à cette question. Vous pensez que c'est non, apparemment? En tout cas, pas sur ceux qui manifestent, pas sur ceux qui le font de cette manière-là. Vous voyez bien à un moment la violence des mots. Et encore une fois, je pense ce matin aux étudiants, qui sont les étudiants juifs, ou qui tout simplement soutiennent leurs amis, leurs camarades, et qui, eux aussi, subissent ce déferlement d'antisémitisme qui est absolument insupportable. J'entends ce que vous dites sur les étudiants français juifs. Et puis, vous avez affirmé il y a quelques jours, Aurore Bergé, que les étudiants bloqueurs sont soit ignorants, soit antisémites. Est-ce que vous maintenez ces paroles ou est-ce que vous estimez qu'il peut y en avoir malgré tout parmi ceux qui bloquent, qui sont attristés, touchés de bonne foi par la situation des Palestiniens, quitte à utiliser des slogans plus que polémiques? Mais je faisais référence, vous savez, à ces étudiants qui sont venus à Sciences Po avec les mains rouges. Et on peut faire la même référence, par exemple, pour les étudiants qui scandent le slogan « From the river to the sea », de la rivière à la mer. Encore une fois, il y a deux solutions. Soit ils ne connaissent pas ces références, et ça s'appelle de l'ignorance. Et c'est grave quand on est dans une école qui s'appelle Sciences Po Paris. Soit ils savent pourquoi ils utilisent ces slogans, ils savent pourquoi ils utilisent ces références, et ce sont des références qui sont antisémites. From the river to the sea, ça veut dire la destruction d'Israël. Il se passe quoi, en fait, des Juifs dans ce cas-là? Ils sont jetés à la mer? C'est ça, cette référence-là. Et les mains rouges ensanglantées, c'est pas un appel à la paix civile. Quand on parle justement du conflit israélo-palestinien, c'est une référence directe à des Israéliens qui ont été assassinés. Donc, encore une fois, soit ils connaissent pas les références, c'est un problème d'inculture et d'ignorance, soit ils connaissent ces références et ils sont antisémites. Toute autre actualité, Aurore Bergé, le président de la République a donc ouvert le débat sur la responsabilité des pères en avançant l'idée d'un devoir de visite pour les pères dans les familles monoparentales. Il y a eu énormément, une avalanche de réactions et des inquiétudes de la part de certaines associations dénonçant une idée, pour elles, en tous les cas, dangereuse, avec des pères défaillants et qui peuvent se révéler souvent, parfois, violents, nocifs pour les enfants et les mères. C'est ce que vous risquez d'instaurer? Non, moi je crois que c'est un débat qui est très sain à avoir, parce que on s'est finalement accommodé à l'idée que des femmes pouvaient tout assumer toutes seules et que c'était pas bien grave, et que les pères, finalement, se limitaient à une pension alimentaire que parfois ils ne payaient pas, et que l'État, d'ailleurs, venait mettre en place en lieu et place d'ailleurs de leurs responsabilités. Je crois qu'en fait, il ne faut pas s'y accommoder, parce que quand on parle de familles monoparentales aujourd'hui dans notre pays, quand on parle de la pauvreté qui est importante dans ces familles monoparentales, ce ne sont pas des familles monoparentales choisies. Quand c'est un choix libre, c'est formidable. Mais malheureusement, très souvent, ce sont des familles qui subissent ça. Mais vous ne me répondez pas sur la question. Et si elles subissent violence, si elles c'est toujours sous le contrôle d'un juge quand il y a droit de visite aujourd'hui et peut-être devoir de visite demain. Parfois, c'est trouble. Donc, évidemment, la question n'est pas de forcer une relation quand il y a un risque de violence. Je vous donne un exemple très clair. Combien de fois, moi, j'ai reçu des témoignages de femmes séparées qui me disent écoutez, le vendredi soir, j'ai un appel de mon ex-conjoint qui me dit que finalement, ce week-end, il ne prendra pas les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il ne se passe rien. Il n'y a pas de rappel à la responsabilité du père. Il n'y a pas de sanction pour le père qui ne vient pas. Par contre, c'est la mère qui doit tout assumer, qui doit réorganiser son week-end. Mais concrètement, comment ça va se faire? Donc vous voyez bien qu'à un moment, ça n'est pas normal qu'on dise écoutez, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, il y a la mère qui est là et c'est elle qui prendra en charge. Qui prendra tout en charge. Et dans la loi, un tel, je veux dire, vous allez instaurer quoi? Un quota d'heures de visite, un livret de devoirs à remplir? Ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est des sanctions justement pour les pères qui devaient déjà assumer leur droit de visite et qui ne l'assument pas? Alors que, encore une fois, ça génère du trouble pour les enfants. Dans la loi, oui. Mais il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Aujourd'hui, encore une fois, un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, vous venez pas. Et inversement, moi, j'ai beaucoup de mères qui m'alertent sur le fait que quand elles refusent la présentation d'un enfant parce qu'il y aura un risque de violence, elles, par contre, immédiatement leur rappellent la loi. Et on leur rappelle à leur responsabilité. Donc, vous voyez, il y a un déséquilibre aujourd'hui de responsabilité. Et quand on est parent, en fait, on reste parent pour toute la vie de notre enfant, de nos enfants, même si on se sépare, même si le couple se sépare. Donc je dis pas que c'est un débat simple,
Je pense que c'est un débat courageux. Ouvert, je pense que c'est un débat sain à avoir, parce que c'est un débat sur la responsabilité, sur le rôle des parents. Est-ce que c'est à l'État? Parce que ce matin, nous avons une ministre qui nous parle finalement de responsabilité, oui, de parce famille, que peut-être que ça passera par la loi. Et si ça passe par la loi, c'est la responsabilité à un moment de l'État de s'engager. Big Mother, est-ce que c'est le président? C'est mis partout, y compris dans la chambre à coucher. Non, justement, je pense que notre rôle, c'est qu'est-ce qui est bon pour nos enfants. Et qu'est-ce qui est bon pour nos enfants, c'est qu'on reste des parents tout au long de la vie de nos enfants et qu'on ne délègue pas systématiquement cette responsabilité en la faisant reporter, ni sur l'État, ni sur la mère qui serait seule à assumer cette responsabilité, parce qu'à la fin, on voit aussi ce que ça génère dans notre société. Donc je pense que c'est pas un débat réac, je pense que c'est un débat utile, que c'est un débat nécessaire et que oui, c'est un débat courageux à avoir, au bénéfice de nos enfants, au bénéfice des familles et au bénéfice de l'égalité entre femmes et les hommes. Et peut-être que ce sera aussi l'un des sujets de cette campagne des Européennes dont nous aurons l'occasion de parler prochainement. Merci Aurore Berger, c'était votre grande interview ce matin et à bientôt.